Au cœur de 2 pays parmi les plus gros producteurs de drogue de la planète, des patrouilles de police ont pour mission de lutter contre le trafic de drogue. D'un côté, les Sinchi, la police antidrogue du Pérou. Elle intervient au cœur même des campagnes. De l'autre, les Kabul Gates, des policiers afghans chargés d'endiguer le trafic de stupéfiants au port de la capitale afghane. Immersion avec ces unités de police sur le territoire même des plus puissants barons de la drogue. Le Pérou est l'un des plus gros producteurs de cocaïne au monde. Depuis quelques années, cette a la réputation d'être la plus pure du marché. Elle est donc très convoitée par les mafias du monde entier. Les champs de coca sont situés dans la forêt amazonienne, loin des villes. C'est à partir de cette feuille que l'on fabrique sur place, dans des laboratoires clandestins. La drogue pure est ensuite convoyée par avion de tourisme pour se retrouver sur le marché international. La forêt péruvienne est un milieu hostile, idéal pour y camoufler des activités clandestines. Alors, pour frapper le trafic directement sur les lieux de production, la police antidrogue péruvienne compte sur les Sinchi. Sinchi signifie « guerrier » en amérindien. Le quartier général des Sinchi est situé à Mazamari, une petite bourgade qui se trouve en plein cœur de la forêt amazonienne, à 10 heures de route de la capitale, Lima. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la ville. Les défilés vont se succéder pendant 2 jours. L'occasion pour les Sinchi de faire une démonstration de leur force et de leur matériel. Cette unité de police a été créée dans les années 70 avec l'aide des bérets verts américains. C'est le commandant Pizarro qui dirige la base de Mazamari. Nous avons plus de 500 hommes qui sont tous formés et entraînés de manière continue pour la lutte contre le trafic de drogue. La culture de la coca représente une vraie source de revenus pour la population pauvre de la région. Pour certains, c'est même l'unique moyen de subsistance, une situation dont abusent les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants les motivent en leur donnant 30 sols par kilo, environ $12. Et ce, seulement pendant la récolte. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le trafiquant de drogue? Il profite de la pauvreté de la population, de ces agriculteurs qui dépendent uniquement de leur récolte, pour répondre aux besoins de la famille. Les cultivateurs sont pauvres, et ils vont le rester. Ils vont toujours vivre dans la pauvreté. On ne peut pas s'enrichir en faisant pousser de la coca. Et on sait très bien qu'à un moment donné, il faudra éliminer ce travail illégal et remettre cette région en état de fonctionner correctement, comme ça devrait être. Pour que la région refonctionne normalement, il faut que les Sinchi occupent de nouveau le terrain et tissent des liens serrés avec les habitants. Ils vivent parfois très isolés dans la forêt, au cœur d'une zone particulièrement dangereuse que les policiers appellent la zone de mort. Alors, pour se donner toutes les chances de succès, les Sinchi sont organisés en 4 unités de choc. Les tigres, les molosses, les aigles et les dauphins. Gato est le chef d'équipe des dauphins. Comme leur nom l'indique, ils opèrent discrètement par l'eau et frappent fort. Ok, tournez-vous tous vers moi. Écoutez. Bon, soyez tous attentifs. On va faire l'exercice de la meilleure manière possible. On va sortir de la zone de danger. À ce moment-là, l'ennemi peut nous voir. Donc on va tous se cacher sous le bateau, ok? Pour les dauphins et leurs opérations amphibies, l'entraînement est quotidien. Chaque homme doit être prêt à agir dès que l'ordre est donné. Les exercices sont réalisés en situation réelle.
L'importance de cet entraînement, c'est que dans une situation réelle, chaque combattant présent doit savoir ce qu'il va faire. C'est pour ça que c'est important. Quand l'ennemi sera vraiment en train de nous attaquer, de nous tirer dessus, quand on sera en contact avec l'ennemi, les Sinchi sauront réagir et faire ce qu'ils ont à faire. La patrouille doit toujours réaliser son objectif, c'est-à-dire remplir sa mission. L'Afghanistan est le premier producteur mondial et une économie occulte qui rapporterait plus de 2 milliards de dollars par an aux barons de la drogue. Ici, contrairement au Pérou, il est presque impossible de s'attaquer directement aux sites de production. Et pour cause, ils sont détenus par des hommes en armes, dans les zones de combat entre le gouvernement et les rebelles talibans. La drogue circule en telle quantité que sa consommation est devenue un problème de santé publique majeur. Pour lutter contre ce fléau, la direction de la police antidrogue afghane, la CNPA, a créé les Kabul Gates, une patrouille de 60 policiers qui contrôlent les entrées de la ville. Leur mission, détecter, saisir et détruire la drogue que les trafiquants tentent d'introduire à Kaboul. Mon nom est Abdul Rap. Je suis colonel et rattaché au quartier général des Kabul Gates dans l'unité antidrogue. Je suis à ce poste depuis 11 ans. C'est un choix personnel, je voulais servir mon pays. C'est un devoir quand on voit tous ces jeunes qui sont dépendants de la drogue. On en voit partout, dans les rues, sous les ponts. Je me suis dit que je devais tout faire pour extirper ce cancer de mon pays. Ouvre et vide le sac en face de lui, on voit bien tout ce qu'il y a là-dedans. Ah, on dirait qu'il y a des surprises. Eh ben, rien que ça. Eh ben, grand-père, on dirait que ce sont des paquets de 3 kilos. 3 kilos par paquet, ça fait une belle quantité. En s'attaquant aux trafiquants, les policiers deviennent naturellement des cibles pour les talibans qui contrôlent le trafic de drogue. C'est ce climat d'extrême violence qui explique que les policiers de la Kabul Gates ont officiellement le droit d'arrêter, par tous les moyens, tout véhicule ou personne qui refuserait de leur obéir. En d'autres termes, ils ont un permis de tuer. Je suis chargé d'empêcher toute fuite et toute attaque. Avec cette mitrailleuse, je peux stopper net tout véhicule qui essaierait de s'échapper. Mon travail, c'est de surveiller la zone. J'assure sa sécurité. Si on nous attaque, j'utiliserai mon lance-roquette sans hésiter. Les Kabul Gates doivent leur nom au fait qu'ils sont positionnés aux 6 portes de la capitale afghane. Ce sont les seuls points d'accès possibles pour y entrer par la route. À chaque porte, on compte 9 policiers hommes et une femme. Un agent armé d'un fusil d'assaut a pour mission d'effectuer un premier tri des véhicules. Lorsqu'une voiture lui semble suspecte, il l'envoie se garer vers une zone dégagée où la fouille peut commencer. Les Kabul Gates ont une technique très spéciale pour contrôler et interroger les conducteurs. Un détecteur de mensonges infaillible, leurs propres mains. D'où venez-vous? De Baglan, Et quel est votre métier? je vends des métaux. Vos papiers, s'il vous plaît. Pourquoi votre cœur bat si vite? Je suis un peu malade. Quel genre de maladie? Je suis fragile. C'est quoi votre maladie? La digestion. Videz vos poches, s'il vous plaît. Vous voyez, là, je suis sur son cœur. Son cœur bat trop vite, beaucoup trop vite. Je vous l'ai dit, j'ai des problèmes de digestion. Avant d'arriver au point de contrôle, il a regardé sa boîte à gants, et puis il a rapidement bu quelque chose. Je l'ai sorti et il a eu une drôle d'attitude. Et comme on peut le voir sur la veine, son rythme cardiaque est très rapide. La fouille n'a rien donné. L'homme est alors autorisé à s'en aller. Mais la méthode qu'emploient les Kabul Gates a déjà largement fait ses preuves.
Combien il y a de paquets là-dedans? 5 5, t'es sûr? Non, 6. Ouais, moi je crois qu'il y en a plus que 6. Pourquoi tu mens? La journée se poursuit pour Abdul, le commandant des Kabul Gates. Il doit se rendre vers un autre point de contrôle sur la route de Jalalabad. Ce point de passage est l'un des plus dangereux de la ville. C'est la voie d'accès privilégiée pour les trafiquants. C'est également la seule route possible vers les régions aux mains des talibans. On dit qu'on peut voyager librement dans presque toutes les provinces d'Afghanistan, mais c'est faux. Tout le monde sait que les talibans sont partout, même tout près d'ici. Ils font de l'intimidation, ils obligent les gens à travailler pour eux. Ils créent une atmosphère d'insécurité et les conséquences, on ne les subit pas seulement en Afghanistan, mais partout dans le monde. La région de Mazamari a été pacifiée depuis quelques années par les Sinchi. Les trafiquants ont été repoussés plus loin dans la jungle. Un territoire d'une 50aine de kilomètres autour de la base est considéré comme sécurisé. Mais au-delà, le risque est omniprésent. C'est dans cette zone que la patrouille de Gâteau doit aujourd'hui rentrer en contact avec une communauté autochtone. On va traverser la rivière sur un bateau pour se rendre de l'autre côté et accomplir notre mission. Pour l'instant, on utilise ce passage à gué parce que le pont n'est toujours pas réparé. Ils sont actuellement en train de travailler dessus. C'est notre seule façon de traverser. Bon allez, on y va. On avance. Allez, on bouge. On bouge, on bouge. La zone est hostile. Pour Gâteau et la patrouille des dauphins, certains passages doivent être franchis avec une extrême prudence. Véhicule 2, on entre en zone dangereuse. On fait une halte. Zone de danger, on descend. Ok, on sécurise, on sécurise. C'est une zone de mort parce qu'il y a un point élevé et un point bas. On ne peut pas s'échapper. Donc, avec mes hommes, on va dégager la route sur environ 30 mètres pour que les voitures puissent avancer en toute sécurité. Chico, je vais sécuriser les flancs pour avancer et dégager la zone près. Allez, venez tous les deux. Toi à droite, toi à gauche. Prêt? Allez, on y va. Non, à gauche, gauche, gauche. Allez. On y va, allez, on bouge, on bouge. On doit avancer comme ça à chaque fois qu'on passe une zone de mort. Parce que si on passe sans le faire, on risque notre vie. Ok, restez en position mobile. On y va. Allez, on embarque. On embarque. Les quelques kilomètres qui restent ne présentent pas de danger majeur. Gâteau arrive dans un village au cœur de la production de coca. Mais pour le chef du village, pas question de donner la moindre information sur les narcotrafiquants. Les représailles seraient impitoyables pour l'ensemble du village. Je ne peux pas te dire qu'il y a du trafic ou si les trafiquants passent par là à un moment donné. On ne sait pas qui c'est. On ne voit pas ce que les bateaux transportent, ce n'est pas marqué dessus. Si la drogue passait sous mon nez, comment je pourrais le savoir? Le reste de la rencontre est cordial. La présence des Sinchi n'inquiète pas les villageois. C'est l'occasion de partager un moment paisible en toute sécurité. Ils nous ont bien reçus, ils nous ont souhaité la bienvenue en amis de la communauté. On leur donne des cadeaux qui ont été envoyés de la base, de la part de tous les Sinchi pour eux. Le but, c'est qu'ils les partagent et restent toujours en contact avec nous.
Nous venons les visiter régulièrement et ils sont à chaque fois reconnaissants. On leur apporte un sentiment de sécurité. Sur le chemin du retour, les hommes de Gâteau reçoivent un appel. Des narcotrafiquants ont été signalés près du fleuve. Les dauphins se glissent dans la jungle. Les hommes avancent en silence, camouflés par la végétation. Tous les échanges se font par signes. Des embarcations sont bien présentes, mais rien de suspect. Peu importe. Pour Gâteau, il fallait en avoir le cœur net. Généralement, le succès des missions dépend de la discipline. Les Sinchi se sont toujours soumis à une très forte discipline. Et c'est pour ça que bien souvent nos missions sont couronnées de succès. En Afghanistan, les Kabul Gates sont également soumis à une discipline de fer. Car comme au Pérou, le danger peut survenir de toutes parts. Ici, à la porte est de Kaboul, la tension est permanente. C'est la principale voie d'accès depuis les régions qui produisent et d'Afghanistan. Et la plupart de ces zones sont toujours aux mains des talibans. Cet endroit est appelé Poulet Charki. C'est la porte Est. Cette porte est très importante. Toutes les marchandises qui viennent d'Orient pour rentrer dans Kaboul passent par cette porte. C'est une voie d'accès très importante, parce que la majorité des drogues, comme les passent par là. C'est une porte stratégique. C'est pour ça que nous sommes là 24 heures sur 24. Nous ressentons toujours une crainte quand on travaille ici. C'est aussi la voie de passage de nombreuses armes et du matériel explosif utilisé pour les attentats suicides. On est très vigilant en ce qui concerne les voitures piégées et on porte une attention toute particulière à la sécurité du personnel. Les contrôles ont commencé tôt ce matin. L'agent Ouali Mohamed doit désigner les voitures à contrôler. Quand on fixe quelqu'un qui nous paraît suspect, on peut voir l'expression de son visage changer. Surtout s'il y a quelque chose d'illégal dans la voiture. On voit des signes sur son visage. On voit passer des milliers de voitures, mais on ne s'intéresse qu'à celles qui nous semblent louches. Ça représente 10% des voitures. Notre mission, c'est de vérifier ces 10% pour qu'on n'ait plus aucun doute. Fusil d'assaut à la main, le policier n'est pas là que pour dissuader. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu besoin de me servir de mon arme. Nous nous conduisons toujours correctement et les gens font pareil. Voilà. Faute de moyens technologiques ou de chiens renifleurs, ils ne peuvent compter que sur leur sens de l'observation, leur expérience et leur instinct. En Afghanistan, les trafiquants n'hésitent pas à utiliser des femmes pour transporter tout ce qui est illégal, car il est formellement interdit à un homme de fouiller une femme. Alors ici, au poste de contrôle, il y a un agent féminin, Yassamine. Pourquoi vous fouillez ici? Parce qu'on a déjà trouvé des cachés là-dedans, à la porte nord. À cet endroit-là, ils ont trouvé à peu près 1 kilo. Et là-dedans aussi. Des paquets ici et là. Ils en avaient fait des tout petits paquets et ils les avaient glissés là-dedans, juste là, à cet endroit. À la porte Argandi, j'ai trouvé des ici. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'il y avait entre 5 et 10 paquets. Yassamine fait partie des Kabul Gates depuis plus de 2 ans.
Un jour, simple passagère, elle a assisté à un contrôle. Les Kabul Gates suspectaient une femme et son enfant. Yasamine était là et elle a voulu prêter main forte. Ils m'ont remis l'enfant, qui était vraiment tout petit, mais il avait l'air très gros. Il était emmitouflé dans des vêtements. Je l'ai mis sur une table et les policiers m'ont demandé de le fouiller. En enlevant ses vêtements, j'ai découvert que tout son corps était couvert d'héroïne. Suite à ce succès, les policiers lui ont proposé de rester. Maintenant, grâce à mon métier, je n'ai plus de problèmes financiers. J'ai un salaire régulier et je peux plus facilement subvenir aux besoins de ma famille. Ah, vous avez des enfants? À la grâce de Dieu, j'en ai 10. Les gens acceptent facilement les contrôles. Ils savent que c'est pour leur sécurité. Et certaines personnes sont même complètement à l'aise et n'hésitent pas à plaisanter avec les policiers. Vous n'êtes pas taliban au moins? Moi je les connais les talibans. Ils vous filment et après ils vous tuent. Vous êtes vraiment de la police? Vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Mais au même moment, à 20 km de là, dans le centre-ville de Kaboul, le commissariat de la police qui protège les hautes personnalités du pays est la cible d'un attentat à la bombe. Un camion bourré d'explosifs a littéralement soufflé le bâtiment. On dénombrera 64 morts et plus de 350 blessés. Comme en Afghanistan, les policiers péruviens se considèrent en état de guerre. La discipline des Sinchi est inspirée par celle des commandos américains. Le réveil des troupes se fait au clairon, à 5h30 précise. Chaque matin, c'est la même routine. Après l'appel, une partie des hommes est assignée à la protection du camp. Les autres devront se plier à des exercices et des entraînements éprouvants. Objectif, être toujours prêt et déterminé au combat. Arrivé au camp d'entraînement, le commandant Pizarro supervise lui-même certains exercices, notamment les cours théoriques. Chaque Sinchi doit pouvoir comprendre comment la cocaïne est produite. Nous entraînons nos Sinchi de manière continue pour qu'ils sachent sur le terrain, sur les lieux d'intervention, à quoi ressemble un laboratoire ou une fosse de macération. C'est ce qu'on recherche, ce qu'on va trouver, ce qu'on va saisir, confisquer. Ils doivent être continuellement formés pour savoir comment ça va se dérouler sur le terrain. Quand on entre dans la zone de mort, nous devons savoir ce qu'on va y trouver. Les policiers ont reproduit les différentes étapes de la transformation des feuilles en poudre de cocaïne. Première étape, la macération des feuilles dans des produits chimiques à l'intérieur d'une fosse creusée à même le sol. Deuxième étape, la mélasse est mélangée à la chaux et filtrée pour obtenir la pâte de base. Troisième étape, la pâte est séchée et cristallisée dans des micro-ondes. C'est grâce à cet appareil ménager que les laboratoires péruviens de campagne peuvent fournir la plus pure du monde. Travailler avec des micro-ondes, c'est plus rapide qu'avant ? La transformation se fait dans des mini-laboratoires cachés dans la montagne. J'ai bien dit cachés dans la montagne, dans des zones inhospitalières, inaccessibles. Grâce aux micro-ondes, ils peuvent cristalliser plus rapidement la pâte pour en faire de la... C'est maintenant à Gato de s'exercer. L'objectif de la mission, capturer les trafiquants, saisir la drogue et détruire les installations. Démolisseur!
On va d'abord vérifier la charge. Normalement, on fait ce type de travail beaucoup plus rapidement. On apporte notre cordon détonnant, nos équipements de base, un sécateur, un couteau multifonction, des rubans isolants et certains explosifs additionnels qu'on peut utiliser pour détruire des poteaux ou pour rompre des matériaux beaucoup plus résistants. Et c'est quel type d'explosif? Ce type d'explosif est du type Senatel. Nous, on appelle ça des choupettes, des sucettes. Ça nous sert dans la destruction d'infrastructures faites avec du ciment. On fait donc un tout petit trou, on met l'explosif dedans, on fait la connexion de la charge, et puis ça explose. C'est de l'équipement pour détruire. Maîtriser les explosifs est un talent particulier des Sinchi. Faire exploser les laboratoires ou les pistes d'atterrissage clandestines est le seul moyen d'enrayer le trafic dans cette région. Ici, l'an dernier, près de 150 pistes clandestines ont été dynamitées par les Sinchi. Les attentats suicides qui ciblent la police pèsent sur le quotidien des Kabul Gates. Le colonel Ahmad Shah vient régulièrement rencontrer ces hommes sur le terrain, une manière de les soutenir. C'est le grand patron des Kabul Gates, le supérieur direct du commandant Abdul Rapp. Son garde du corps ne le quitte jamais, ainsi que son jammer, ou brouilleur d'ondes. Cet appareil coupe toutes les communications des téléphones portables dans un rayon de 5 à 30 mètres. Le brouilleur d'ondes est une protection contre les bombes qui seraient déclenchées à distance par téléphone. Ici, chacun des policiers risque sa vie simplement parce qu'il est policier. Mais le travail doit continuer. On réalise énormément de saisies par ici. Beaucoup de drogue, d'armes illégales et d'explosifs. En fait, tout ce qui est illégal au regard de notre loi. Là, Fisetto, regarde bien. Alors c'est quoi? C'est de l'eau. La plupart des usagers, même s'ils perdent du temps, sont plutôt coopératifs. Vous êtes satisfait de leur travail? De quel travail parlez-vous? Du travail des policiers? Pourquoi je ne serais pas satisfait? Il faudrait encore plus de contrôle comme ça. On ne sait jamais qui sera tué dans une attaque suicide. Et je n'ai pas envie que ce soit moi. Chaque jour, Abdul Rapp doit faire son rapport au quartier général de la police antidrogue. Les gardes sont sur les dents, la sécurité y est maximale. Ici, il y a de lourdes menaces sur notre sécurité. C'est pourquoi les gardes doivent tout contrôler et tout vérifier avec attention. Toute personne doit présenter ses papiers. Personne n'est exempté. Et pendant que les uns contrôlent, les autres vérifient le véhicule avec un miroir au cas où on aurait déposé une bombe magnétique sous le véhicule. Il y a quelques jours, on en a encore découvert une. La bombe était en dessous de l'automobile. C'est pourquoi on essaie de la détecter avec des miroirs. Et dans le pire des cas, on essaie de limiter les dégâts de l'explosion. Ces mesures de sécurité ne sont pas un luxe. La détermination et l'ingéniosité des terroristes ont ici déjà fait de lourds dégâts il y a 2 ans. L'homme identifié par le cercle rouge sur l'image portait la bombe sous sa veste, dissimulée sous un porte-document. Il a passé les contrôles de sécurité avec aplomb.
Le commandant en chef de la police a survécu miraculeusement. Un officier a été tué et 6 autres ont subi des blessures. Les policiers sont nulle part à l'abri. Est-ce que vous, votre famille est en danger? Évidemment, ils pourraient venir me kidnapper dans ma propre maison, devant ma femme et mes enfants. On a tous un peu peur, parce qu'on les combat durement. On se bat contre eux, ils se battent contre nous. On verra bien qui va l'emporter. Par chance, aucun Kaboul-Guetz n'est mort en service ces dernières années. Ce n'est pas le cas pour les autres services de police antidrogue. L'année dernière, 22 officiers ont été tués. Cette année, ce chiffre pourrait plus que tripler. La base des Sinchi va former aujourd'hui des personnes à part, les fiscales. Ce sont des agents du ministère de la Justice, des citadins pour la plupart. Pour la majorité d'entre eux, c'est un dépaysement total, où les exigences physiques sont hors du commun. C'est Gato qui sera leur instructeur pendant leur stage de 20 jours. Mais pourquoi vous suivez cet entraînement? Pour pouvoir accompagner la police durant des opérations tactiques contre les trafiquants de drogue. La police se rend dans les lieux difficiles d'accès et nous devons être capables de les suivre. Mais pourquoi vous faites ça? C'est un peu difficile, non? Parce que les travailleurs du ministère ont le devoir de valider la légalité de toute opération antidrogue. Et on ne peut faire ça que si nous sommes là, sur le terrain. Comme des gardiens de la loi? Exactement. Et alors, comment ça se passe? C'est notre premier jour, alors on verra la suite. Au 3e jour, dès l'aube, une épreuve attend les fonctionnaires de justice. Ils s'attendent à quelque chose de nouveau. Ils travaillent dans des bureaux et ne sortent jamais sur le terrain. Habituellement, ils dorment jusqu'à 8 h du matin et vont travailler de 9 h à 15 h. Donc, ils vivent là un vrai changement, un changement brusque. Ici, ils doivent se lever à 5h30 du matin. On se rassemble à 5h45. Pour marquer leur arrivée au camp, les Sinchi leur préparent un rite initiatique par lequel tous les hommes sont passés, le bautismo, le baptême en espagnol. Les recrues, allez, attention. Bonjour à tous. Ce matin, vous allez vivre l'initiation traditionnelle. Elle est bien plus qu'une initiation, c'est un message de bienvenue. J'espère que ça va vous faire plaisir et que vous ne le prendrez pas comme quelque chose de personnel, que vous n'y verrez pas quelque chose de discriminatoire ou de malveillant. Ce n'est pas ça du tout. Les fiscales sont sous tension, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Je crois qu'on va vivre quelque chose de nouveau pour nous tous. C'est un peu difficile parce que nous faisons énormément d'activités physiques. Mais je crois que nous avons tous la volonté et l'acharnement nécessaire pour réussir tous les défis qu'ils vont nous lancer. Une course de 5 km les attend. La température atteint les 40 degrés. Respire, respire tranquille. Arrivé à la rivière, Gato envoie le signal. On va lancer les gaz lacrymogènes ici. Les gaz lacrymogènes recouvrent vite la rivière et les fiscales. L'objectif, c'est de voir comment les fiscales réagiront ensemble à des situations de stress.
En rang par 4, allez, allez, allez. Allez les gars, on y va. Le baptême n'est pas encore fini. Le plus difficile est de franchir la porte de la base. On va rentrer dans la base, et pour rentrer dans la base, il faut le mériter. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Entrer sur la base exige un sacrifice. Ça demande du courage, ça demande des larmes, du sang et de la sueur. La sueur, vous l'avez déjà. Le sang et les larmes, c'est pour maintenant. Prêt? Allez, on y va! Les fiscales souffrent de la dure discipline Sinchi. Mais ce n'est pas pour rien, il en va de leur propre sécurité pour les souder dans l'épreuve. Ce rite, tous l'ont vécu, même les Sinchi. Quand on prend part à une patrouille réelle et qu'il manque cet esprit de fraternité, si un membre de la patrouille se retrouve dans une situation dangereuse, les autres peuvent, à cause de la peur, hésiter à aller l'aider. Donc, lorsque les liens sont forts dans un groupe, quand il y a un blessé, tous vont tout de suite l'aider et l'évacuer. C'est pourquoi nous faisons ce type d'exercice, pour que tous fraternisent et ne fassent qu'un seul. De cette manière, chacun dans son esprit sait ce qu'il a à faire. À des milliers de kilomètres de là, le jour se lève sur Kaboul. Chers collègues, nous allons commencer notre journée. Je compte sur vous pour avoir une tenue exemplaire. Pareil pour votre attitude. N'ennuyez pas les gens pour rien. Et faites-leur bien savoir que vous représentez le gouvernement d'Afghanistan. La cohésion de la patrouille dépend de l'implication de chacun, même dans les tâches quotidiennes. Tu vas où là? Je vais acheter du sel et du pain. T'as assez d'argent? Tiens, prends aussi les allumettes. D'accord. Les Kabul Gates travaillent 24 heures sur 24 sur des périodes de 4 à 5 jours. Puis ils profitent de 3 jours de récupération. Ils ont une bonne réputation auprès de la population avec qui ils partagent leur difficile quotidien. Cette bouteille d'eau, elle est à combien? 10 Afghani. 10 Afghani? Oui. Tu ne pourrais pas me la faire un peu moins chère? Comment est-ce que je pourrais te la faire moins chère? C'est 10 Afghani. Ok, merci. Tu veux boire un thé? Non merci, c'est gentil. Longue vie à toi. Les policiers dorment sur place. Un avantage qui leur permet d'être opérationnels de jour comme de nuit. Mais le confort est pour le moins rudimentaire. Venez s'il vous plaît. Là, c'est notre salle de bain. C'est là qu'on prend nos douches et qu'on se débarbouille. C'est le minimum, mais on fait avec. Il nous manque l'essentiel dans cette salle de bain. On n'a pas l'eau courante, donc pas de douche. Et comme on n'a pas l'eau ici, on va en chercher nous-mêmes à 500 mètres d'ici. On la ramène et on s'en sert comme on peut. C'est notre cuisine. On utilise du gaz. On n'a pas d'électricité. Vous n'avez pas d'électricité? Non, il n'y en a pas. On utilise les batteries de la voiture ou des bougies pour s'éclairer. Mais quand on dîne le soir, on utilise les phares de la voiture pour y voir plus clair. Par contre, on n'a pas assez d'énergie pour recharger nos téléphones ou pour regarder les infos à la télé. Il est l'heure de recommencer les contrôles. Rapidement, un policier découvre une cachette derrière le tableau de bord d'une voiture. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent? C'est de l'argent? Ouais. Ok. Et pourquoi tu l'as caché ici? À cause des voleurs? C'est pas plutôt pour le cacher à la police? Non, 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 j'ai rien à me reprocher, moi. En Afghanistan, plus qu'ailleurs, il n'est jamais prudent de transporter une telle somme d'argent. Ici, ça peut coûter la vie. N'ouvrez pas, s'il vous plaît. C'est juste pour voir quelle devise et d'où ça vient. Ce sont des vrais ou des faux?
Ce sont des vrais. Et tu sais combien il y en a en tout? Environ 440 000. 440 000 $, c'est une somme colossale. D'autant plus que dans ce pays, à titre d'exemple, les policiers de la ville ne touchent que 200 à 300 $ par mois. Il y a donc 83 années de salaire d'un policier caché dans ce véhicule. Il y a de fortes présomptions que cet argent provienne du trafic. Mais le propriétaire apportera un document qui prouvera que cet argent est bien légal. Au Pérou, les policiers poursuivent le même but que leurs collègues afghans. Lutter contre le trafic de drogue et la violence qui va avec. C'est un combat quotidien, sans merci. Soyez attentifs aux ordres qu'on vous donne. Pour ceux d'entre nous qui sont en service, on va se rassembler à partir de 7 heures. Mais s'il y a d'autres ordres, je vous les communiquerai. On reste comme ça, en tenue, pour être prêt. Vous êtes prêts? Allez, on se rassemble. Vive le Pérou! La journée des hommes de la base est rythmée par des entraînements intenses. La force de frappe des Sinchi n'est pas le seul atout de la police antidrogue. Il y a également le renseignement. Exceptionnellement, l'état-major a autorisé William, un agent infiltré, à témoigner. Je ne permets pas qu'on montre mon visage parce que je travaille avec des gens qui sont aux frontières de la loi. Sur cette base, nous avons plusieurs départements avec des missions bien différentes. Le mien est spécialisé dans le renseignement. Il y a aussi le bataillon opératif et les troupes de choc qui agissent dans la forêt. Nous, on est là pour récolter les informations sur le terrain. On va d'abord les analyser pour que les unités opérationnelles puissent faire correctement leur travail. Et c'est grâce à ce travail d'écoute, d'observation que les unités opérationnelles peuvent intervenir. Cette vidéo a été réalisée par les services de renseignement. William et son collègue sont postés à 1 km de l'objectif, un chargement de drogue par les airs. Ils sont en contact radio avec l'équipe de Gâteau, qui s'en approche furtivement. On distingue parfaitement l'avion de tourisme. Il va déposer de l'argent contre de la drogue. Plus de 350 kilos. C'est le maximum qu'il peut embarquer. Au sol, on voit les narcotrafiquants s'empresser de remplir l'avion. Cachés dans une pirogue, les dauphins sont prêts à intervenir. La barque des Sinchi a dépassé celle des trafiquants. Une poursuite s'engage. Tirez sur le moteur! Tirez sur le moteur! Pris au piège, les trafiquants abandonneront leur bateau en se jetant à l'eau. Suis-les là, suis-les, ils sont où là? Regarde là, ne les lâche pas, ne les lâche pas. Vas-y. C'est bon là, on va les serrer. Ils seront arrêtés peu de temps après. Vas-y, vas-y, lâche pas là, on va les avoir. L'avion qui a tenté de s'enfuir a été abattu. Le pilote a été incarcéré et plus de 350 purs ont été saisis. À Kaboul, le commandant Abdul Rab se rend en centre-ville. L'ampleur des dégâts causés par le trafic de drogue est impressionnant. 2 gardes fortement armés l'accompagnent. Cet endroit est appelé le pont de Sokta dans le quartier de Dashti Barchi. Sur ce pont, on trouve le plus gros rassemblement du pays. Plusieurs fois, on a vidé cet endroit. On a envoyé plus de 1000 personnes en cure de désintoxication. Une semaine plus tard, c'est comme si on n'avait rien fait. Sans une escorte armée, personne ne vient ici. Jamais. Ils ont tous des seringues, des couteaux, n'importe quoi. Ils pourraient nous attaquer n'importe quand.
Mais bon, ils ont vu nos armes, alors ils restent calmes. Sans armes, c'est une folie de rester ici. Eux sont armés, c'est certain. Il y a 2 semaines, un journaliste iranien aurait trouvé la mort ici même alors qu'il tentait de prendre des photos. La plupart de ces gens sont jeunes. Le pays aurait besoin d'eux. Les revendeurs poussent les jeunes dans cette situation. Regardez autour de nous. La plupart n'ont même pas 30 ans. Je suis là depuis 7 ans. Et quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. Vous avez des enfants? Oui. Et où est-ce que vous trouvez la drogue? À Kaboul, on trouve toujours des revendeurs si on cherche. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de travail dans notre pays. Les jeunes perdent espoir. Parce que même s'ils vont à l'école ou à l'université, ils savent qu'au bout du compte, il n'y aura pas de travail. C'est une des raisons qui les pousse vers la drogue. Le commandant Abdul Rap a repéré un homme, un ancien soldat qui a perdu sa jambe au combat. Par patriotisme, il va l'aider. Est-ce que tu sais où tu peux aller? Oui, oui. Tu connais le secteur de Poulet-Charquier? Bon ben, quand tu seras là-bas, demande le commandant de police, il s'appelle Sherin. Il est de la province de Badakhshan. Tu lui dis que le commandant Abdul Rap t'envoie personnellement. Je pourrais avoir votre numéro? Non, mais si tu vas là-bas, ils vont t'amener à l'hôpital. La mission des hommes de la Kabul Gate concerne également la sécurité de l'unique centre de désintoxication d'Afghanistan, Camp Phoenix. Ici, assurer la sécurité des médecins et des patients est indispensable et à haut risque. Les toxicomanes sont à la merci des trafiquants et des revendeurs. Les revendeurs veulent augmenter leurs profits et donc augmenter le nombre de consommateurs. Grâce à l'hôpital, les drogués sont soignés. Et ça ne plaît pas du tout aux trafiquants. Les médecins afghans manquent de moyens, mais ils font le maximum pour aider ces hommes à reprendre pied dans la société. Au moins ici, ils bénéficient d'un minimum d'hygiène. La moitié d'entre eux arrivera à s'en sortir. Retour au quartier général de la police, au laboratoire de l'UNODC. Cette agence de l'ONU centralise toutes les informations liées à la lutte contre le crime. La plupart du temps, quand on a une affaire de drogue, on rassemble le matériel et on l'amène pour qu'il soit analysé dans notre laboratoire. C'est là qu'ils font tout ce qui est scientifique. Toutes les saisies sont amenées vers le laboratoire de la police antidrogue pour y être analysées et répertoriées. Le lieu est ultra sécurisé et pour des raisons de sécurité, tous les employés veulent rester anonymes. Dans ce laboratoire, on cherche à établir une cartographie des drogues pour mieux lutter contre elles. L'un des lieux les plus sensibles d'Afghanistan, l'entrepôt où sont stockées les prises de la police antidrogue de tout le pays. Dans ce lieu tenu secret, une petite fortune s'amoncelle en attendant que la justice fasse son travail. Ici, il est très difficile d'entrer. Là, ils ont 2 détenus. Ils font des prélèvements sur eux et ils ne veulent rien laisser voir. Parce que cette affaire est très confidentielle, elle est secrète. Ils ne veulent pas qu'on filme. Après quelques minutes, l'entrepôt ouvre finalement exceptionnellement ses portes. Là, c'est... Là, c'est du matériel explosif. C'est pour fabriquer des bombes. Et ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est...
Les prises de l'année seront brûlées devant les autorités compétentes. L'année dernière, c'est plus de 311 tonnes qui sont parties en fumée, soit l'équivalent de plus de 9 milliards d'euros sur le marché international. En Afghanistan comme au Pérou, la lutte contre le narcotrafic est perpétuelle, éprouvante, avec des enjeux colossaux. Le principal danger, c'est qu'on se bat contre la mafia des narcotrafiquants 24 heures sur 24. On n'est pas face à des petits trafiquants isolés. C'est une mafia internationale qui a des ramifications partout dans le monde. En Afghanistan comme au Pérou, la réussite de ces patrouilles tient en quelques mots. Abnégation et entraînement intensif. L'entraînement fait que chaque policier sait parfaitement ce qu'il doit faire dans la patrouille. Chaque Sinchi a un talent spécifique. Ici, on a l'expert en explosifs, le tireur d'élite, le pilote du Zodiac. Ils n'attendent pas pour me demander « Hé, Gato, qu'est-ce qu'on fait ?» Ici, chacun sait ce qu'il a à faire. L'objectif d'Aboulrap et de Gato est commun. S'assurer que leurs hommes rentreront sains et saufs et qu'ils parviendront à neutraliser le trafic avant qu'ils ne gangrènent entièrement leur pays.